je vais commencer par vous remercier d'être venu à ce dialogue, remercier Court-Métrange et puis pour toi Paco d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et commencer par un petit avertissement, donc c'est un événement qui est co-organisé par Spoilers et justement on va avoir quelques spoilers sur les séries dont on va parler. Ça arrive qu'on fait de l'analyse forcément, Ouais. donc préparez-vous. On va parler de Twin Peaks, Leftovers, Les Sopranos et Lost, ça c'est sûr qu'il va y avoir des spoilers sur ces séries. Vous êtes prévenus. La plupart sont terminés depuis longtemps, donc il y a prescription. Maintenant, si vraiment vous êtes en milieu de parcours, vous avez le droit de sortir, on ne sera pas vexé. C'est genre, ah non. Alors, donc aujourd'hui on est là pour parler du monde des morts dans les séries. On va préciser qu'on va s'intéresser à un type assez spécifique de représentation du monde des morts qui arrive dans les séries à partir de Twin Peaks, grosso modo. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas forcément de différence avec ce qu'on peut voir au cinéma ou dans la littérature. Et on a beaucoup de représentations qui vont se fonder sur une sorte de dichotomie entre un enfer et un paradis. Il y en a beaucoup dans la 4e dimension, par exemple. Je pense à un épisode qui s'appelle Nice Place to Visit, où on suit un malfrat qui va arriver au paradis, il va obtenir tout ce qu'il veut, il est super heureux. Puis plus ça avance, plus il s'ennuie. Et en fait, on vient lui dire, mais on vous a jamais dit que c'était le paradis. En fait, il était en enfer. Une héritière de ces séries actuellement, c'est The Good Place. Je sais pas si tu l'as vu, Paco. Je vois ce que c'est. J'ai Voilà. pas regardé C'est une vraiment, série j'ai juste qui va fonctionner vraiment dans cette opposition. Et ça va être jeté un même œil. au centre de l'intrigue. Que c'est un personnage qui arrive dans l'équivalent du paradis. Et en fait, il se trouve que c'est une très mauvaise personne. Et elle va tout faire pour pouvoir rester quand même. Et ce qui va nous intéresser, c'est des exemples qui vont donc sortir de cette opposition entre forcément un bon endroit, un mauvais endroit, même si sur Twin Peaks ça reste encore un petit peu, dans lesquels un personnage va rentrer dans un monde qui est différent de celui qu'on voit habituellement dans la série, et dans lequel il va être au contact de morts, qui vont souvent lui donner des signes finalement. Et donc on le disait, ça commence avec Twin Peaks, ce type de représentation. Alors si on devait résumer Twin Peaks pour arriver à la Chambre Rouge... Ouais, si on doit, c'est, enfin, j'imagine quand même la plupart des gens voient très bien de ce quoi il s'agit à ce niveau-là, mais en gros, dans le cadre de Twin Peaks, ce qui est bizarre, ce qui est mystérieux, c'est la façon dont, en bout de course, je parle du premier Twin Peaks, hein, pas de celui qu'il y a eu il y a 2 ans, pas de la saison 3, mais des 2 premières saisons. C'est-à-dire que dès le tout début, en gros, en termes de diffusion, alors, ça dépend si on considère que le pilote est le premier épisode ou si c'est un épisode 0. Dans le 3e épisode ou dans le 2e épisode, mettons, Dale Cooper fait un rêve. Dans ce rêve-là, il est 25 ans plus tard dans une pièce rouge avec un homme de petite taille et une femme qui ressemble étrangement à Laura Palmer. J'ai l'extrait, on peut le regarder. Bah voilà, on va voir l'extrait. Et puis après, on va en parler. Donc, okay. She's my cousin. But doesn't she look almost exactly like Laura Palmer? But it is Laura Palmer. Are you Laura Palmer? I feel like I know but sometimes my arms bend back. She's filled with secrets. Where we're from, the birds sing a pretty song. And there's always music in the air. Alors pour resituer quand même très rapidement s'il y a des personnes qui n'ont vraiment jamais vu Twin Peaks, donc c'est l'histoire d'un meurtre. Le meurtre de Nissen s'appelle Laura Palmer, qui est retrouvée sur les berges d'un lac enveloppée dans du plastique. Un agent du FBI est envoyé pour mener l'enquête et donc très rapidement, comme tu le disais, au bout du 2e épisode, du 3e, la manière dont on compte, il fait un rêve et la fin du rêve, c'est cette séquence-là. Et alors, ce qui apparaît là comme ce qui pourrait être un rêve avec des images, des métaphores, mettons une énigme, des
des indices et tout ça, change complètement de sens quand on arrive à la fin de la seconde saison. C'est-à-dire qu'à la fin de la seconde saison, l'agent Cooper, amené là par une suite d'intrigues en fait liées à son ancien collègue Wyndham Earl, enlevant son amour Annie Blackburn, traverse en fait un lieu qui a un cercle de 12 sycomores, en fait se retrouve dans ce lieu-là, mais en temps, non rêvé, quoi, Voilà. en direct. Il rentre physiquement Il rentre dedans, physiquement dans ce lieu. Il rentre physiquement dans ce lieu, et dans ce lieu où des esprits et des morts sont là. Et là, il s'agit plus. Ce qui est important, c'est la question du statut de ce qu'on regarde. C'est plus du fantastique véritablement. C'est pas de la science-fiction. C'est pas de la fantasy. C'est pas tout ça. On est face à quelque chose qui serait, de l'ordre de la représentation d'un espace visionnaire, vraiment. Et je crois que c'est ça où ça se sépare, on va dire, des formes précédentes de la représentation de l'autre monde dans les séries télévisées. C'est que là, on est face à un univers, en tout cas à un imaginaire, qui se permet de présenter ce que peut être l'au-delà de ce monde-là. Et dans une série qui, sinon, répond malgré tout aux apparences de ce monde et à sa temporalité. Et on est en 1989, aux États-Unis, tout ça est supposé se passer dans le même univers que nous. Mais la représentation même de ce que peut être l'espace, l'au-delà, est différente. Elle est inspirée. Et pour moi, c'était un choc quand j'ai découvert ça en 92 à la télévision française sur la 5, un soir à minuit et demi, minuit 40 pour le dernier épisode, je sais plus exactement. Quoi. C'est quelque chose de l'ordre vraiment du choc. Et c'est genre, mais je ne sais même pas. C'est très difficile de dire ce qu'on est vraiment en train de voir parce qu'en plus, le dernier épisode se passe pendant 20 minutes dans cet endroit-là. Le rythme est beaucoup plus lent, la musique est beaucoup plus étrange. On se permet quelque chose qui n'est pas du tout classique à un niveau narratif. Et à ce moment-là, on est dans quelque chose que moi, j'avais jamais vu vraiment dans une série télévisée, mais j'avais vraiment jamais vu non plus dans le cinéma, dans un cinéma, on va dire, narratif. Peut-être dans un cinéma expérimental, peut-être, mais pas dans un cinéma narratif. Et surtout, c'est pas la même intention. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là d'une intention purement de représentation, mais plus quelque chose de l'ordre de la figuration, vraiment de la figuration du monde de l'âme. Alors, je pense que c'est là où il faut quand même juste une parenthèse avant d'avancer. Et je te repasse la parole après, Jacques. Mais une parenthèse qui est la question de la légitimité de la représentation dans ce monde de l'autre monde, si on considère que cet autre monde existe. C'est très différent si on considère que cet autre monde n'existe pas ou qu'on ne peut rien en savoir, ou si on considère que cet autre monde existe et qu'on peut éventuellement le visiter. C'est pas la même chose. C'est vraiment différent si c'est juste, mettons, une image du paradis et de l'enfer, mais qui sont là pour on va dire, une figuration morale ou symbolique, quoi. Ou si c'est vraiment parce qu'on croit à l'enfer, mettons, ou qu'on croit au paradis, ou qu'on croit à l'autre monde. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est de lire chez un penseur qui est aussi un mystique et aussi un métaphysicien persan du XIIe siècle, qui est Sohravardi, la justification d'un point de vue métaphysique de la représentation dans ce monde de l'autre monde. Alors qu'en fait, l'autre monde sera de toute façon à l'image qu'on aura construit dans ce monde-ci. Et que, parce que il y a plusieurs échelles, il y a plusieurs étapes dans l'autre monde, il y a plusieurs niveaux, mais le niveau immédiat, direct, qui serait ce qu'on appelle le monde de l'âme, en fait, ressemble beaucoup au monde des rêves. Il y a peu de choses qui l'en séparent. Ce qui l'en sépare, c'est les sens, en fait. Nos sens disparaissent. Donc ce qui influence nos rêves et qui est lié à nos sens, mettons l'appétit, le dégoût, le désir, le chaud, le froid, tout ça disparaît. Mais le fonctionnement de notre imaginaire reste semblable. Sauf que ils se mettent en une sorte d'univers partagé. Mais malgré tout, tout ce qu'on aura architecturé dans notre vie d'imaginaire va continuer à perdurer au-delà de notre vie. Et c'est ce qui, en fait, à la fois légitime l'art, c'est-à-dire que l'art, en fait, est
pour un mystique, pour quelqu'un qui s'occupe en fait de la vie après la mort, pour qui c'est au moins aussi important, si ce n'est plus important que la vie avant la mort, savoir qu'est-ce qui se passera après, l'art devient très important parce qu'il devient le lieu où on va dire, on met en place quasiment les règles, quoi. On le dessine, on l'architecture, on en dresse des horizons, on voit les possibles. Et du coup, donc c'est toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'art ou la poésie comme activité visionnaire. Et ce qui est dit par Sohrawardi, d'une certaine façon, on va pouvoir retrouver une sorte d'équivalence chez un mystique qui n'est pas persan, mais qui est occidental, et plutôt inscrit dans l'histoire du protestantisme, comme Swedenborg. Chez Swedenborg, il pourrait y avoir quelque chose de semblable. On va parler un petit peu avec l'hôpital et ses fantômes. Donc ah oui, bien sûr, parce que dans l'hôpital et ses fantômes, Swedenborg va intervenir, évidemment, bien sûr, c'est pas Swedenborg. Parce que Swedenborg va faire ça, va écrire qu'est-ce que est l'autre monde. Et quand il va écrire l'autre monde, il va dire mais l'autre monde, c'est comme ici, ça ressemble à la ville de Londres. Là, il disait un truc comme ça. L'autre monde ressemble à la ville de Londres. Et aussi, il est plus intéressant d'avoir une vie extrêmement active. Ça, c'est le truc dans le Swedenborg, c'est comique. C'est-à-dire que si on est moine et qu'on a vécu toute sa vie dans un monastère, on va vous recréer artificiellement un monastère dans l'autre monde parce que vous ne serez pas du tout en mesure d'affronter d'autres choses. Donc, du coup, le monastère continue dans l'autre monde. Les damnés, leur vie d'après ressemble à cette vie-là, simplement peut-être un peu plus triste, un peu plus intense, en même temps dans le négatif, etc. L'autre monde de Swedenborg ressemble vraiment beaucoup au monde actuel. Il est juste plus intense, plus étendu, plus comment dire, il y a plus de justice, je sais pas comment dire ça, mais il y a ce truc là en tout cas dans sa figuration, et on pourra voir de toute façon chez un certain nombre d'auteurs qui ont à voir avec l'inspiration mystique ou l'inspiration visionnaire, des représentations, mais qui sont des représentations qui vont cesser d'être simplement la représentation théologique classique de l'enfer, du paradis, du purgatoire, et vont se développer vers des choses qui sont plus de l'ordre de quelque chose d'inspiré. Et j'ai l'impression, enfin, c'est une impression, je crois, qui est commune, qu'on a, que ce moment dans Twin Peaks où finalement on va donner une représentation de l'autre monde et comme une date de naissance de quelque chose par rapport au rôle possible de la télévision. Avant, à la télévision n'avait pas été vraiment en contact avec l'autre monde. Les morts parlés par la télévision, c'est ce qu'on apprend quand on lit le Père Brune, je crois, où les morts parlent parce qu'ils s'infiltrent par l'électricité, par le tube, par tout ça, mais il n'y a pas d'image de l'autre monde. La télévision n'est pas encore une fenêtre sur l'autre monde. À partir de Twin Peaks, elle devient une fenêtre sur l'autre monde. Du coup, je voulais te poser une question, mais je pense que ça rejoint ce que tu dis. En revoyant cet extrait, en fait, ce que je me demandais, c'est pourquoi il y a eu besoin de mettre des morts dans ce monde-là. Là où, par exemple, les indices que donne Laura auraient pu être donnés par donc, le personnage du nain qui est le bras. Et il fallait mettre des morts, finalement, dans la chambre rouge. Il y a Laura, ensuite on aura Maddie et Leland qui apparaissent dans le dernier épisode. Est-ce que tu saurais l'expliquer pourquoi il y a eu ce besoin de le représenter alors qu'on avait peut-être d'autres esprits qui peuplaient déjà cet espace? Alors, c'est extrêmement... Enfin, la saison 3 donne un regard différent là-dessus. C'est-à-dire, si on note la saison 3, est-ce qu'elle nous dit, elle, et qu'on reste simplement sur le Twin Peaks initial, c'est clairement un espèce d'espace intermédiaire, la Black Lodge. Ça se donne vraiment comme un espace intermédiaire entre un niveau de réalité et un autre. Et donc, à cet endroit-là, des esprits, des morts, des vivants circulent. Et leur double aussi. Il n'y a pas seulement des morts, mais il y a les morts et leur double. Laura et son double, même le bras a son double, etc. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin ? C'était pas un besoin, c'est qu'ils se sont imposés. C'est que de toute façon, cette scène-là, Lynch ne l'a pas écrite. Je dis Lynch parce qu'elle est clairement identifiée à lui, cette scène, et même dans le dernier épisode, toute la scène de la Black Lodge, Frost n'en a rien à voir. Donc on va laisser Lynch
la seule paternité de ce moment-là. Oui, puisque même Parce comment dire, le dernier épisode avait été écrit en fait par Écrit- Mark Frost Ouais, et deux autres co-scénaristes. Engels et Péton. Voilà, et Il a tout jeté. Lynch est revenu, il a tout enlevé, il a même enlevé des mentions parce que dans le script, on peut voir Windhammer, donc qui est l'antagoniste du récit à ce moment-là, dire, en parlant de la loge, certaines personnes appellent cet endroit l'enfer. Et Ah oui, Lynch, il enlève toute référence justement à la question de l'enfer. Oui, et puis surtout, enfin, comment dire, il ne prend pas du tout en compte la façon dont ça avait été rédigé. Et il retourne sur cette image qui était son image obsessionnelle de ce rideau rouge, de ce sol, c'est comme un labyrinthe en même temps, puisqu'on passe. L'architecture est très très spéciale. Si on commence à étudier le dernier épisode, on se rend compte que l'architecture est vraiment spécifique. Enfin, comment dire, il fait un parcours qui est un parcours extrêmement spécifique, qui va être le même ensuite devant les caméras de surveillance au Kuvmi, et qui a un rythme en fait, qui est comme un rituel, qui est comme un rituel fondamental presque de convocation des esprits. Donc c'est très spécial. On voit que c'est inspiré, mais c'est presque inspiré dans la transe, quoi. Et tout ça était vu, en fait, cette scène-là. C'est ce que était raconté, que Lynch était assis sur une voiture avec... il faisait un soleil très 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 fort, et soudain, la scène entière lui est apparue. Il savait qu'il allait demander à cet acteur qu'il connaissait parce qu'il voulait le faire jouer dans un autre film, Michael Anderson. Il voyait tout le truc se faire, et il a voulu la refaire vraiment telle qu'il l'avait vue. Donc c'est vraiment de l'ordre de l'inspiration. Si on croit à l'inspiration, c'est vraiment une scène inspirée. Donc il n'y a aucune nécessité narrative à ce que les choses soient comme ça. Et même les paroles, ils vont ensuite essayer de leur trouver des significations de type énigme. Mais le chewing-gum que tu aimes va revenir à la mode. Vraiment, dans la série, le fait qu'à un moment, un personnage mange machin chewing-gum ne suffit pas à expliquer le sens de cette phrase, quoi. Let's rock, oui, ils vont le réécrire sur une voiture. C'est pas l'explication de pourquoi il dit let's rock. Je veux dire, c'est juste que ces phrases-là deviennent des sortes de phrases magico-rituelles, comme fait au Quivmi, comme tout ça. Ça devient des espèces de, c'est des spells, c'est des sorts qui sont jetés au spectateur. C'est des phrases qui vont l'obséder, qui vont le hanter. Et en même temps, c'est des convocations, c'est des phrases, c'est des scènes. Elles sont clairement des sortes de convocations des esprits. Ça, oui, ça c'est vraiment nouveau. En fait, c'est aussi utiliser la télévision comme une espèce d'instrument de convocation d'esprit, plus encore que de mort. C'est-à-dire, on fait descendre des dieux dans cet objet. Vraiment, on a un objet qui est la télévision, et de là, soudain, on dit, ok, mais là, les dieux vont nous parler. Et donc, des dieux, des émanations des dieux, ou des intermédiaires, des esprits intermédiaires, des élémentaux. Je ne sais pas exactement comment on doit les représenter. On trouvait encore aucune explication totalement pertinente de ce que sont les esprits dans Twin Peaks. C'est-à-dire, comment on doit considérer, je veux dire, quelle est en tant que nature d'esprit. On sait que c'est le bras, mais qu'est-ce que ça veut dire être le bras? Qu'est-ce que ça veut dire être Bob, Mike, les hobos, là, les woodmen, toutes ces figures-là, l'électricien, le danseur, toutes ces figures-là, c'est pas des anges. Qu'est-ce que c'est? On n'est jamais sûr de leurs intentions en plus. Absolument pas sûr de l'intention. Elles ont absolument pas sûr de la cohérence de leurs intentions, de la continuité de leur parcours. Mais on sait qu'ils appartiennent à un autre monde. Cet autre monde, il a été convoqué. Il a été convoqué avec autant de sérieux de la part des showrunners qu'il peut être sérieux pour les personnages. Et donc, du coup, il doit être pris au sérieux par les spectateurs eux-mêmes. C'est-à-dire, l'idée, puis c'est très important que ce soit à l'envers. Parce que ça, dans l'imaginaire même des gens qui regardaient... Moi, quand j'ai vu ça, c'était déjà inscrit dans mon imaginaire. J'imagine que c'est le cas pour beaucoup de gens. C'était la voix passée à l'envers, ça renvoyait à un imaginaire inquiétant dans l'histoire de la pop. Puisque, anciennement dans la pop musique, il y avait tout ce problème de la question de qu'est-ce qui se passe quand on passe une bande à l'envers. Est-ce qu'à ce moment-là, on met des mauvais sorts? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un mauvais esprit du temps qui passe? Et c'était très surprenant d'avoir... il faudrait voir les nombres d'occurrences d'une voix passée à l'envers à la télévision avant Twin Peaks. Je pense qu'elles ne sont pas nombreuses. S'il y en a, c'est vraiment
purement gadget, quoi. C'est un truc pour faire un effet bizarre, pour jouer. Mais c'est pas... Là, c'est une séquence entière. Et dans le dernier épisode, ça va être 20 minutes entières où on va entendre ce putain de son inversé qui, quand j'avais 15 ans et que j'écoutais les disques des Beatles ou des disques psychés et tout ça, déjà me mettait mal à l'aise. Si vous avez déjà eu un 4 pistes, vous avez les musiciens amateurs avaient des 4 pistes, donc on mettait des cassettes audio, et sur ces cassettes audio, en fait, ça réquisitionnait les pistes en fait de la phase B. Comme ça, on pouvait enregistrer sur 4 pistes. Mais grosso modo, une cassette audio devenait comme une bande magnétique. Si vous la renversiez, écoutiez, vous aviez tout ce que vous aviez enregistré à l'envers. On avait le miroir de ce qu'on avait enregistré. Donc on faisait l'expérience, on enregistrait notre voix en train de parler, en dire des trucs, blablabla. Écoutez votre voix à l'envers pour la première fois, écouter sa voix à l'envers pour la première fois, c'est très inquiétant. C'est vraiment un truc ça fout les chocottes, quoi. C'est au milieu de la nuit, si c'est vraiment tard la nuit, comme ça, et qu'on écoute sa voix à l'envers, comme ça, au casque, qu'on t'entend en train de dire c'est waouh, c'est vraiment un truc, on se dit c'est notre double qui parle, c'est l'autre monde qui a entré dans ce monde. C'est un monde où la respiration c'est la vie, donc la respiration passe à l'envers. Alors, dans beaucoup de langues, c'est le même mot pour âme et pour souffle, ou pour esprit et pour souffle. Ruah, roche, rof, en hébreu, en arabe, etc. Le même mot signifie l'âme ou l'esprit et le souffle. Donc l'idée du souffle, c'est l'idée de ce qui est animé, de ce qui est vivant. Si on l'inverse, ça veut dire qu'on est déjà en train de passer dans le monde des morts. Et c'est pour ça, quand les Beatles ont commencé à jouer avec ça, qu'il y a eu tous ces mythes autour d'eux, et genre peut-être que Paul McCartney est mort et compagnie, c'est pas indépendant de l'usage de bande magnétique à l'envers. L'usage de la bande magnétique à l'envers explique partiellement les craintes, les peurs, la folie autour des disques. Donc quand soudain, sur une scène, à la télévision, sur un network, on voit des personnages et ils parlent comme ça. Let's rock! On sait que l'autre monde est entré dans ce monde. C'est une porte vers l'autre monde. Donc c'est vraiment à prendre très au sérieux. C'est-à-dire que là, on joue avec des forces, on ne sait pas exactement quelles forces on met en place. Et je te laisse continuer parce que justement, tu vas nous expliquer à quel point ensuite, si j'ai bien compris, elles vont influencer la télévision. Oui, ensuite, cette scène-là va avoir vraiment va tenir lieu de matrice pour beaucoup de scènes qui vont venir ensuite. Par contre, on n'aura pas cette idée des voix inversées, on ne le retrouve plus. Donc, ce qu'on voit clairement aussi, c'est qu'on a cette idée du mort qui va venir donner des indices et de l'expérience de ce voyage dans le monde des morts qui va se faire transformatrice pour le voyageur. Il ne s'agit plus juste de venir et d'être jugé, de savoir où on va aller, c'est-à-dire qu'on peut y aller et revenir en ayant appris quelque chose. C'est le cas de Dale Cooper. Et c'est ce qu'on va retrouver ensuite dans l'exemple suivant. Je propose de passer à L'Hôpital et ses fantômes de Lars von Trier et Niels Worssel. Donc, pour resituer rapidement, on se trouve dans un hôpital qui connaît un certain nombre de phénomènes surnaturels et on suit en particulier une vieille médium qui vient en permanence à l'hôpital en prétendant être malade parce qu'elle essaie de rentrer en contact avec les fantômes. Et on se retrouve à un moment dans la saison 2 où elle vient d'être renversée par une voiture, elle est sur le point de mourir et elle a une vision, en tout cas elle va quelque part. On va regarder rapidement l'extrait. Adrénaline. Jeg har bare glemt mit strikketøj. Den blå trøje. Hvor bliver den pæn? Ja, ikke? Jeg tænkte nok, jeg havde glemt den i rummet. I rummet? Ja,
Det Swedenborgske rum. Alors, ce que je trouve assez intéressant avec cet extrait, alors juste pour vous resituer, la dame qui vient la voir, Emma, c'est une de ses amies qui est décédée dans la saison 1. Et Marie, la jeune fille, c'est le fantôme qu'elle essaie d'aider pendant toute la première saison. Et ils ouvrent un trou dans l'hôpital pour faire partir son esprit. Donc, c'est pour ça qu'elle a peur que le trou ait été ouvert trop longtemps et laisser passer quelque chose. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que là, on essaie de voir un peu les variations autour de Twin Peaks et du motif un peu de la chambre rouge. Et c'est peut-être la série qui varie le moins par rapport à Twin Peaks. C'est celle qui fonctionne vraiment le plus comme les séquences de la chambre rouge. Alors on a des différences qui sont surtout déjà esthétiques, quand on regarde. La chambre rouge est très stylisée, alors que là on est dans quelque chose d'extrêmement austère. On a juste cet élément bizarre avec une petite porte et une très grande porte. Ça fonctionne de la même manière avec des esprits qui vont nous donner des indices, les oiseaux de passage, etc. Et même après on aura une scène, donc dans Twin Peaks, on avait, je crois que c'est juste après l'arrestation du meurtrier de Laura, Dale Cooper va refaire des éléments de son rêve, comme tu disais, avec le chewing-gum, et va essayer de nous expliquer les raisons des phrases qu'on avait entendues. Et là, de la même façon, quand Rousseau va se réveiller, elle va parler avec son fils, puis elle va se repenser à son rêve, et surtout au tableau qu'elle voit avec le tigre. Et elle nous dit, les oiseaux de passage sont les esprits, le serpent c'est les docteurs, et le tigre, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, on va essayer de comprendre ce que c'est. Donc ça fonctionne vraiment de la même manière. Il y a quand même le petit élément de son à l'envers, pas sur les voix, sur la porte. Mais sur la porte, on a le et puis en fait même dans la série, on a régulièrement des sons de musique inversés qui annoncent des séquences suivantes, des comme ça dedans, esthétiquement, qui a repris la version très, très clairement. De toute façon, il avait dit qu'il avait autant il n'était pas un fanatique de Lynch, réalisateur de cinéma, et autant il était un fanatique de Lynch pour la télévision, et qu'il avait été. Donc c'est clair que l'influence de Twin Peaks avait été très forte. Toi, tu nous parlais de Swedenborg tout à l'heure, c'est très différent tout de même des visions de Swedenborg. Oui. Donc oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette mention de Swedenborg, alors que finalement... Parce que c'est le nord de l'Europe. C'est beaucoup plus inspiré par Twin Peaks que Swedenborg, finalement. Mais en fait, je pense que... Bon, après, ça c'est... Swedenborg a eu une postérité importante. Il a été une grande figure d'influence. Après, souvent une influence qu'ils ont contrée parce que il est beaucoup trop béni oui entre guillemets Swedenborg pour des poètes plus on va dire libres, comme Blake par exemple. Blake a une relation amour-haine avec Swedenborg. Il a été influencé par Swedenborg, et par plein de moments il va dire Swedenborg c'est bon quoi, retourne prier, tout ça, ils vont être en combat. Mais on va trouver une influence de Swedenborg chez Blake, chez Nerval et surtout chez Strindberg. Et Strindberg étant un peu un pivot très important pour Trier, ça doit venir de là. Strindberg est évoqué très souvent chez Trier, et aussi dans L'Hôpital et ses fantômes. Et Strindberg va avoir le même truc qui veut aller dans l'autre monde. Donc il va en fait... Par antichambre Swedenborg, on entend, je pense, l'idée de, par tes propres moyens, tu vas passer de l'autre côté, tu vas voir ce qui se passe, tu vas revenir et puis tu vas en parler. Ça va faire partie finalement de ton travail aussi d'artiste, d'écrivain, de poète, de je sais pas quoi, d'écrire ce qui se passe ensuite, ou ce qui se passe à côté, pas forcément ensuite. L'influence du monde des morts est aussi une influence c'est comme, là ils disent antichambre, mais c'est comme c'est l'antichambre de la réalité, c'est-à-dire que ce que tu vis là, il y a aussi un arrière-plan, c'est cet arrière-plan qui est convoqué parce qu'il te donne aussi des clés ou des indices pour pouvoir expliquer celui-ci. Je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'il appelle ça antichambre Swedenborg. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à Twin Peaks, c'est que là c'est la première fois qu'on voit, c'est quelque chose qu'on va voir dans les exemples suivants, c'est que le personnage a besoin de mourir ou de frôler la mort pour rentrer dans cet espace-là. Ouais. Alors que dans Twin Peaks, c'est le rêve, c'est une traversée, c'est une conjonction de planètes, je crois, si je me souviens bien. Oui. L'Loge Nord s'ouvre. Quand Saturne et Jupiter se rencontrent. C'est ça, hein ? Ouais, je crois que c'est Saturne et Jupiter. Et là, on commence à avoir cette idée que pour aller voir les morts, il va falloir peut-être aussi se sacrifier un peu, en tout cas frôler la mort. Ça n'a moins que tu aies quelque chose à dire en plus sur l'hôpital et ses fantômes. Je pense qu'on va aller voir les Sopranos. Oui, on peut... Alors, les Sopranos, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui est vraiment déjà obsédée par la mort durant tout son récit, et qui est même hantée, parce que, par exemple, quand on regarde dans la saison 3, pendant une scène, si on regarde un miroir, on voit un personnage qui est censé être mort,
et qui apparaît pendant l'espace d'une seconde à l'écran. Il y a des fantômes dans Les Sopranos sans que jamais on insiste sur leur présence. Il y a beaucoup de scènes très étranges comme ça. Donc pour vous resituer l'extrait qu'on va voir, on est en début de 6ème saison. Tony, donc un chef mafieux, s'est fait tirer dessus. Il est dans le coma. On va voir des scènes où il est à l'hôpital, entouré de sa famille. Et en même temps, on va voir ce qui se passe. Il se passe quelque chose, il est ailleurs. Dans cet ailleurs, il est vendeur en matériel de précision optique. Il est en Californie pour un voyage d'affaires. Quand il décroche au téléphone, sa femme n'a pas du tout la même voix que dans la série. Et ce qui va lui arriver, c'est qu'il a perdu sa valise. Elle a été remplacée, enfin quelqu'un d'autre a pris sa valise, et la valise de quelqu'un d'autre, un homme qui s'appelle Kevin Finnerty. Ce Kevin Finnerty, il a vendu un chauffage défaillant à un monastère bouddhiste, et il se fait attaquer par des moines pendant l'hôtel, donc il se retrouve dans un hôtel aussi, je vais pas préciser. Il se fait attaquer par des moines, il essaie de se barrer, il comprend pas ce qui lui arrive. Il tombe dans un escalier, quand il arrive à l'hôpital, on lui apprend qu'il a Alzheimer. Et finalement, il va trouver une invitation dans la valise pour la réunion de famille des Finnerty. Et c'est un endroit en dehors de la ville, une maison. Et il décide de s'y rendre, et là c'est à la fin des épisodes qui se déroulent dans ce monde-là. Excuse me. Is this the Finnerty reunion? Hello there. They're waiting for you. Me? Of course. Has Kevin Finnerty arrived? We don't talk like that here. What do you mean? Your family's in sight. What family? They're here to welcome you. I don't understand. You're going home. I am? Everyone's in there. You can't bring business in there. I lost my real briefcase. My whole life is in it. What is that? Briefcases aren't allowed. Oh, the voice. Please, let me take that from you. Looks like it weighs a ton. I don't want to. Well, you need to. You need to let go. For some reason, I'm scared. Well, there's nothing to be scared of. You can let it go. Just come say hello. Please don't leave us, Daddy. We love you. Pour vous resituer aussi les deux personnages, donc le valet qui attend à l'entrée, qui est joué par Steve Buscemi, c'était le cousin de Tony qui est décédé dans la saison d'avant, et la silhouette qu'il voit apparaître à l'entrée de la maison, on devine que c'est sa mère. Donc c'est le premier moment dans ces deux épisodes qui se passent dans cet autre monde où on comprend qu'il y a un rapport avec le monde des morts, parce que jusque-là on ne le sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est on a une question qui a pu se poser aussi pour le spectateur, c'est de la réalité des événements qu'on voit à ce moment-là. Là où dans Twin Peaks, on croit que c'est juste un rêve au départ, tout ce qui a lieu à la Chambre Rouge, mais ensuite on y va. A priori, dans l'hôpital des fantômes, on a vu des fantômes pendant toute la série, on a tendance à croire à ce qu'on voit. Là, il peut y avoir un doute. Souvent, les gens sont divisés là-dessus. David Chase, le créateur, a dit que pour lui, c'était réel. C'était un univers parallèle. Après, on fait ce qu'on veut avec l'autorité de l'auteur sur ces questions-là. Un indice, pour moi, qui va dans ce sens-là, c'est que dans Les Sopranos, tout ce qui est rêve a une mise en scène très surréaliste, très étrange, alors que tout ce qui va se passer dans cette Californie que voit Tony en son coma va être filmé de manière extrêmement banale. J'ai tendance à penser que c'est vrai pour cette raison-là. Ce qui est, je trouve assez intéressant aussi, c'est que dans Twin Peaks, la Chambre Rouge, c'est un point de bascule,
parce que ça ouvre la série vers le surnaturel, et ça ouvre des nouvelles possibilités. C'est la même chose aussi dans L'Hôpital et ses fantômes. Et on pourrait penser, avec Les Sopranos, que ça va aussi être une sorte d'échappée narrative pour montrer d'autres choses qu'on pourra faire dans cette série au niveau du récit, alors qu'en fait, c'est une fausse échappée. Parce que tout ce qu'on fait, c'est parler de Tony. Et c'est déjà le sujet de la série, c'est l'introspection, c'est la cure de Tony, sa psychanalyse. Et en fait, chaque élément qu'on a pu voir dans ce monde-là va revenir aux préoccupations centrales de la série. Par exemple, on a l'identité, qui est symbolisée par l'échange de valises, donc la perte d'identité de Tony. On a la question de sa culpabilité par rapport à son travail en tant que mafieux, qui est représentée par le chauffage défaillant. La spiritualité, le fait qu'il soit poursuivi par des moines. L'oubli, Alzheimer, parce que Tony c'est quelqu'un qui a beaucoup de révélations sur la façon dont il pourrait changer sa vie pour s'améliorer, mais il semble toujours oublié, finalement il fait rien. Et ensuite la mort qu'on retrouve dans la maison. Et la nature introspective de ces passages-là, elle est même, on surligne vraiment beaucoup, parce qu'à un moment il se réveille du coma, brièvement, et il dit « Qui suis-je, où vais-je ?» Et puis le passé avec la valise. Tout à fait. Puisque c'était une image classique de qu'est-ce que tu as apporté de ton lot, ton passé, culpabilité aussi on peut dire, mais cette espèce de valise qui veut pas laisser, le you have to let go et tout ça, qui sont des phrases types presque, la question de la mort. Tout à fait. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on l'après-vie devient centré sur le personnage et sur sa propre introspection, sa propre identité, ce qui est quelque chose qu'on va retrouver ensuite, par exemple dans Lost et dans Leftovers où ça va revenir. Je pense qu'on peut passer à Lost, à moins que tu aies quelque chose sur... Un détail, mais qui n'est pas un détail, sera beaucoup plus visible encore dans The Leftovers. Mais Leftovers, sa représentation de notre monde étant partiellement inspirée par celle des Sopranos, mais c'était quelque chose que j'avais pas remarqué avant, mais le traitement du personnage de Steve Buscemi, il est vitreux, et presque de cire, comme les personnages dans Shining. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au majordome dans Shining et tout ça, même son hiératisme, qui est un hiératisme qui est aimable, mais pas sympa. Enfin, comment dire, c'est une espèce d'extrême politesse, mais quand même qui ordonne. Il te dit ce que tu dois faire. Voilà, c'est ça. Et il te le répète et il insiste bien. Donc il est cool jusqu'à un certain point. Et c'est comme les personnages en Shining, c'est quand même un monde, il a quelque chose de tendu, cet autre monde. Il y a quelque chose qui est pas... c'est pas... Le truc de libération est pas du tout... on verra la différence avec dans Lost. C'est pas affectueux. Ça fait d'ailleurs penser un peu à Leftovers justement, le fait de retrouver un personnage qu'on connaît, qui a complètement changé, qui ne se souvient absolument plus de son identité première. En tout cas, qui est pas supposé la rejouer. Ni pour lui, ni pour le personnage qui est en face. Il y a que le spectateur qui dit mais... Alors, Lost, il va falloir qu'on Let's go to fasse Lost. un petit peu de contexte sur Lost peut-être, pour arriver à cet extrait-là. 6 saisons quand même. Donc pour le faire brièvement, Lost, pour rappeler, c'est un crash d'avion. On va suivre pendant la série les survivants, connaître leur passé à travers des flashbacks, et ensuite la série va se diviser aussi avec des flash-forward qui vont nous montrer comment ils ont pu sortir de l'île et ensuite y revenir. Ils vont même voyager dans le temps dans la 5e saison, et ils vont tenter en fait, pour le faire simple, de faire détonner une bombe nucléaire pour empêcher une anomalie électromagnétique qui aurait causé le crash de leur avion. Ouais. Et ils se disent si on fait ça, ce sera comme si on s'était jamais écrasé. Donc ça va annuler tous nos problèmes. Ils veulent reloader leur vie. Voilà. Ils le font. Et au début de la saison 6, on a l'impression que ça fonctionne parce qu'on voit Jack, un peu le protagoniste de la série, enfin celui qui nous introduit au monde de Lost, qui est dans l'avion et finalement il n'y a pas eu de crash. Et on va se retrouver dans un monde un peu étrange, on va être en Californie, comme dans Les Sopranos, où on va retrouver tous les personnages qu'on connaît, mais ils ont tous quelque chose de différent. Par exemple, Sawyer, qui est un arnaqueur et un malfrat, va être un policier. Ils vont tous avoir cette modification de leur personnalité. Et peu à peu... En fait, ils ont tous une variable, mais presque tous aussi un invariant, qui annule cette variable. C'est ça qui est très spécial dans le traitement justement de l'autre monde. Ils ont une variable qui pourrait être le souhait de transformation de leur vie, mais l'invariant qui l'annule, c'est-à-dire que fondamentalement ils en arrivent au même point. Donc Sawyer, on pourrait dire Sawyer, t'aurais été flic, ta vie serait différente.
ça renvoie à finalement quelque chose qui tente même dans sa propre vie, puisqu'il devient un flic de la Dharma. C'est un voyou, et puis une fois qu'il est sur l'île, c'est une nouvelle vie. À un moment, il devient flic, et il devient flic en équipe avec Miles. Comme dans cet autre monde, enfin, il est toujours un espèce de flic avec Miles qui mène des enquêtes. Mais pour autant, son trauma initial, qui est la raison pour laquelle il s'appelle Sawyer, etc., n'a pas bougé, et donc son état émotionnel, au bout du compte, il arrive au même point, c'est-à-dire qu'il arrive au même échec relationnel, au même machin. Enfin, cette variable n'a pas changé, c'est invariant. On a ça, je crois, pour tous les personnages principaux. Pour les mineurs, évidemment, on va pas. Ils reviennent tous faire un coucou, on peut pas vraiment décider. Et durant donc les scènes qu'on va voir en parallèle avec la continuité du récit sur l'île, peu à peu les personnages, alors ça peut être en se touchant, avec des mots-clés, avec certaines phrases, vont avoir des flashs de leur vie sur l'île, et peu à peu, ils vont avoir l'air de se souvenir de leur identité, en tout cas, de la manière dont on les connaissait. Sauf Jack, qui refuse. Il y a des moments où il est sur le point de l'avoir, mais il a l'air de ne pas l'accepter. Et Jack, pendant toute la saison, il cherche le corps de son père, parce qu'il était parti en Australie le chercher, et quand il arrive en Californie, on a perdu le cercueil. Finalement, on l'a retrouvé, et on l'amène dans une église où il est censé retrouver ce corps-là. Et on va regarder un extrait. C'est normal que les cloches sonnent j'ai l'impression depuis 10 minutes. Ah non, mais c'est les vrais. C'est pas une... C'est étrange, parce que c'est très très long, c'est incroyable. C'est beau, mais par rapport au thème, c'est... Hey, kiddo. Dad? Hello, Jack. I don't understand. You died. Yeah. Yes, I did. Then how are you here right now? How are you here? I died too. It's okay. It's okay. It's okay, son. I love you too, son. Are you real? I sure hope so. Yeah, I'm real. You're real. Everything that's ever happened to you is real. All those people in the church, they're all real too. They're all dead? Everyone dies sometime, kiddo. Some of them before you, some long after you. But why are they all here now? Well, there is no now here.
Where are we, Dad? This is a place that you all made together so that you could find one another. The most important part of your life was the time that you spent with these people. That's why all of you are here. Nobody does it alone, Jack. You needed all of them, and they needed you. For what? To remember and to let go. Kate. She said we were leaving. Not leaving, no. Moving on. Where are we going? Let's go find out. Ok, ça fait toujours autant d'effets. Je crois que je suis incapable de voir Lost sans C'est pour ça que toutes les personnes qui n'aiment pas les saisons 6, bon, j'entends, mais mon cœur ne les comprend pas. C'est comme peut-être que je suis un radicalisé. Au cas où, on va redissiper encore un quiproquo qui est toujours au propos de Lost, mais c'est dit pourtant très clairement, mais ça ne signifie pas que tout le récit de Lost se passe après la mort des personnages, c'est simplement toute cette partie dans le monde sans l'île. Ça se passe après leur mort, comme l'explique le père. En fait, ouais, c'est un effort assez énorme. Moi, je trouvais. Donc il y a eu cet épisode a été particulièrement mal reçu c'est-à-dire que ça a vraiment divisé entièrement le public de Lost, même les gens qui étaient fanatiques de Lost, qui n'ont pas supporté cet épisode, qui ont dit que c'est du prêcha, religieux, spiritualiste, etc. Bon. Comment dire, c'est comme s'ils n'avaient pas vu venir, quoi. Comme s'ils avaient cru que Lost aurait une fin scientifique. Ça aurait été vraiment complexe. Une explication. Donc, évidemment que ça allait terminer sur un mode, pour le dire, si vous voulez, péjorativement, de prêcha spiritualiste. C'était, de toute façon, il n'y avait pas 1500 solutions. Le récit allait vers là, mais ce qui est totalement, pour moi, surhumain, c'est d'avoir construit avec autant de minutie et si longtemps cet espace intermédiaire qui serait un espace vraiment, comme on dit sur le monde de l'âme, mais vraiment comme le monde intermédiaire avant le passage véritable dans l'autre monde, comme une espèce de zone intermédiaire qui, là je sors du domaine de l'ésotérisme musulman pour aller dans la métaphysique indienne, mais où il disait monde de manifestation subtile. C'est-à-dire que c'est pas le non manifesté, c'est pas véritablement un au-delà, et c'est pas le monde de manifestation grossière, enfin c'est pas le monde matériel. C'est vraiment un monde où tout ce qui est de l'ordre de l'âme des personnages continue à exister jusqu'au moment où ils peuvent prendre conscience qu'il n'y ne pourrait pas y avoir pour eux d'autres vies possibles que celles qu'ils ont eues. C'est-à-dire qu'en gros, pour dire vulgairement, ils font la paix avec eux-mêmes. C'est ça le truc très difficile. C'est-à-dire que dans toute vie, il y a un nombre incroyable de déceptions, un nombre incroyable de mécontentement vis-à-vis de soi-même, de sentiments de culpabilité, de sentiments d'injustice. Et c'est tout ça qui va être traversé dans cette saison 6 à travers ces séquences-là. Donc il y a quelque chose vraiment où les personnages sont pris suffisamment au sérieux pour qu'on essaye de voir sérieusement, vraiment comme si c'était des personnes réelles. On disait, ok, c'est clair que là, on va t'abandonner à un endroit où t'es pas content. T'es pas content parce qu'il y a eu tout ça qui allait pas dans ta vie. Donc on va voir, est-ce qu'il aurait pu en être autrement et qu'est-ce qui serait passé. Et finalement, est-ce que de toute façon, ce qui détermine ta personnalité ne sont pas justement ces invariants qui auront été tes épisodes traumatisants. Et ce qui fait ta beauté, ce qui fait la beauté même de ta vie, ne dépend pas de quelque chose qui pour toi, est peut-être aussi
la chose que tu aurais voulu éviter. Mais cette chose que tu aurais voulu éviter te fait disparaître. Et on a ça pour un grand nombre de personnages. Pour un grand nombre de personnages, on retrouve cette idée. Et pour Jack, il y a un truc central qui est la relation à son père. Et c'est tellement central que, en fait, c'est comme si à un moment ça devient une espèce de truc qui dévore tout dans Lost. Il y a des moments où la question de la relation d'un personnage à son père, on se dit mais ça, il y a quand même d'autres choses dans la vie. Mais non, là ça devient vraiment. Et pour Jack, oui, dès le début, et c'est une image quasiment ésotérique qui est l'image du cercueil vide, de la tombe, du tour. Ce qui a fait vraiment beaucoup fantasmer, parce que au début donc il tombe sur l'île. Et puis, il voit des images de son père. Oui, il a son père dans l'île. On comprendra plus tard que c'est en fait l'homme sans nom, le frère de Jacob, qui prend cette apparence pour essayer de lui faire quelque chose qui est contraire à leur bien-être à tous. Mais parallèlement à ces images-là, il recherche le tombeau le cercueil de son père, et quand il le retrouve, il est vide. Et ça, ce truc-là ne sera jamais expliqué dans Lost. C'est vraiment parmi les éléments, on va dire, les quelques grandes questions, apories, ou je sais pas quoi, il y a le cercueil vide de Christian Shepherd, et je dis qu'il y a une dimension quasi ésotérique, parce que c'est quasiment comme si c'était... je sais pas quoi, c'était comme le cercueil de Christian Rosenkreutz pour la fraternité des Rose-Croix ou des choses comme ça. C'est comme si c'était une espèce de figure mythique, ça le transforme en figure mythique, la figure de Christian Shepherd. Donc, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est une fausse piste par rapport à son fantôme, mais quand on retourne dans le monde de manifestations subtiles, quand on va dans le monde de manifestations subtiles dans la 6e saison, et qu'on suit le parcours de Jack à la recherche de ce cercueil qu'il ne trouve pas, quand il le trouve, le cercueil est vide à nouveau. Et il y a ce truc il y a une espèce d'irrésolution par rapport à ça qui est quasi constitutive de son personnage. Cette irrésolution, de toute façon, elle se joue sur son rapport à son père, parce que de toute façon, même les circonstances de la mort de son père sont très mystérieuses. Elles ont aussi fait fantasmer beaucoup les spectateurs quand on le regardait. On se demandait s'il était pas lié à la Dharma, machin, etc. On se rend compte que c'est du fantasme quasiment de spectateurs complotistes. Ils inventent ça aussi, là, c'était génial. On était là et on s'imaginait beaucoup plus de relations entre des personnages de leur vie et les grandes entités qu'ils vont croiser sur l'île qu'il y en a en réalité. Christian, il est mort mystérieusement, mais comme un type qui a fait une dérive alcoolique, un peu comme un Edgar Poe, quoi, en Australie, il a probablement eu une mauvaise rencontre, ou Nerval, ou d'autres gens, comme il peut y avoir. Il y a eu des mauvaises rencontres, et bon, il est mort bizarrement en Australie, et ça reste irrésolu pour Jack, comme toute la relation à son père, comme contre-exemple, comme personnage contre lequel il s'est construit, contre lequel il a construit sa droiture. Et ce moment-là, il y a une espèce de moment assez bouleversant où on n'a jamais vu Christian comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est un Christian, le Christian des souvenirs de Jack, et un Christian absolument... le père de Jack dans les flashbacks est un mec pas si sympathique, quoi. Enfin, c'est vraiment... la fois que c'est un père, presque, pour Jack, dans tout à fait. Ce passage. Parce que sinon, c'est quelqu'un qui trafique ses propres résultats. Enfin, quand il a fait une faute, il lui fait faire un faux témoignage pour le machin. Enfin bon, c'est un médecin un peu relou. Mais là, oui, il a pas le meilleur de lui-même apparaît. Le meilleur de lui-même apparaît, et son être spirituel apparaît, et c'est une espèce de moment, c'est un moment clé de délivrance. Et pour le spectateur, ce moment-là, c'est aussi le moment où il doit dire au revoir au personnage de la série. Et ça, c'est aussi ça que Lost va vraiment mettre en scène. C'est qu'il faut une saison entière pour dire au revoir à une série. C'est pas la seule à avoir eu ce sentiment-là, ou en tout cas, avoir mis en scène ce sentiment-là, qui est que l'investissement émotionnel par rapport à une série est si grande que la fin d'une série équivaut à la mort de quelque chose pour le spectateur. Et la mort de ce quelque chose, on peut dire, c'est l'équivalent de la fin d'une orientation spirituelle ou d'un guide, la fin d'un enseignement.
parce que Lost va se donner vraiment aussi comme une série initiatique. On peut dire Twin Peaks est à sa manière vraiment, mais Lost va le jouer vraiment cette carte-là. Et donc du coup, la saison qui est intermédiaire entre l'histoire et le moment où on n'aura plus Lost, ben, c'est une longue période où on doit préparer l'après Lost. Et pour cela, c'est pas seulement montrer la mort des personnages, parce que ça résout rien, c'est montrer le moment où on leur dit au revoir. Le moment où, même après leur mort, on les voit continuer une partie de leur vie jusqu'au moment où ils sont libérés de quelque chose. Et donc ça permet de garder malgré tout la dimension qui dans Lost a une dimension un peu tragique. C'est-à-dire que c'est quand même une série où les récits de vie ne sont pas des récits de vie faciles, que ce soit les flashbacks qui sont tous très sombres, et puis la vie sur l'île qui est quand même remplie de fins terribles, de morts. La mort de Jean, de Sun et de Saïd, même dans la saison 6, c'est pas possible, quoi. C'est un truc genre... on doit aussi passer par leur mort à eux, et comme ça, quoi. Mais cette espèce de zone très étrange qui est cette zone de monde de manifestation subtile, ce qu'ils ont appelé eux à ce moment-là les flash sideways. Ouais. Donc c'est on est eu un flash sur une réalité, mais qu'une réalité comme sideways, comment on pourrait traduire ça? Une réalité parallèle? Oui, parallèle. Flash parallèle. Et c'est un flash autre monde, quoi. Flash post-mortem. Donc, ce qui change par rapport aux exemples qu'on a eu, du coup, c'est que Twin Peaks, L'Hôpital et ses fantômes, c'était une espèce d'ouverture pour le récit de la série. Les Sopranos, on se recentrait sur le personnage, alors là, comme tu le dis, c'est presque plus pour le spectateur encore qu'on va aller dans ce monde des morts. Ouais, complètement. C'est un truc pour dire bon, bah, on accepte. Comment dire, c'est sans... c'est pour qu'il reste pas une part de... ce que Lost a réussi, je parle vraiment indépendamment de tous les spectateurs qui pensent que Lost a raté des trucs. Mais pour moi, Lost n'a pas raté des trucs. Ce que Lost a réussi, pour moi en tout cas, c'est que c'est une série elle m'est restée sans impression d'incomplétude. C'est-à-dire, on termine Lost, on se dit pas, ouais, mais il nous aurait fallu encore 7 ou 8 épisodes. C'est pas vrai. La fin est vraiment, amenée comme une nécessité interne. Et quoi, c'est logique que ça s'arrête maintenant. Même si après, moi, c'est pas comme... J'ai pas envie de nouveaux épisodes. Je me dis... C'est vraiment... Je crois que c'est une des rares où c'est comme ça. On n'a pas envie qu'il y ait un nouveau Lost. Par contre, si je revois un épisode, mon état émotionnel et mon implication est trop grand. Ça devient presque pas possible, quoi. Je me mets à pleurer comme une madeleine de voir une séquence de Lost, donc c'est très spécial. Et autant donc, ces passages sont très émouvants et apaisants en fait pour le spectateur qu'on a eu là, autant la série suivante de Damon Lindelof va nous offrir un monde des morts qui est beaucoup plus angoissant, voire cauchemardesque. Et flippant. Il s'agit de The Leftovers. Alors on n'a pas à avoir d'extrait de Leftovers parce qu'en fait c'est presque trop dur d'en choisir parce que tout fait sens. On va peut-être résumer rapidement l'épisode International Assassin pour resituer. Tu veux le faire ou tu veux que je le fasse? Comme tu veux. On peut. J'ai 2-3 photos. Alors, déjà, il faut situer The Leftovers. Donc, The Leftovers, on se trouve dans un monde où le 14 octobre, je sais plus si on a une année. Si, il y a une année, mais alors je me souviens plus si c'est 2003 ou 2004 ou 2005. À une date. Il y a une année. 2% de la population mondiale a disparu, sans qu'on ait aucune explication de pourquoi. Et on se retrouve à voir les conséquences ensuite pour ceux qui sont restés, Leftovers. Et notamment, ça va se passer par beaucoup de création de sectes et de nouveaux groupes, dont celui des Guilty Remnants, qui est un groupe qui s'habille tout en blanc et qui fume des cigarettes. Et qui crée souvent beaucoup de problèmes pour le shérif de la ville où se déroule au début la série Mapleton, donc le héros Kevin Garvey. Kevin qui en plus dans la première saison a l'impression de devenir fou, c'est-à-dire qu'il va avoir un certain nombre d'absences, et au cours d'une de ces absences il va capturer la chef des Guilty Remnants, en tout cas sur la ville, Patty, et Patty va essayer de le forcer à la tuer, ce qu'il ne va pas faire, elle va finir par se suicider devant lui.
Et sauf qu'à partir de ce moment-là, Patty va commencer à le hanter, c'est-à-dire qu'elle va lui apparaître, et là il va vraiment avoir l'impression d'être devenu complètement fou. Et quand il va, dans la saison 2, il va changer de ville, pour aller à une ville où justement il n'y a eu aucune disparition pendant l'événement qui s'appelle The Departure. Et un personnage qui s'appelle Virgile va venir le voir et lui dit, moi je sais que tu as quelqu'un qui te suit comme ça, et que moi ça m'est arrivé aussi, je sais comment faire pour que ça s'arrête. Et en fait, il va most powerful adversary. Oui, c'est ça, ton adversaire le plus puissant. C'est ça. Et en fait, il va dire, en fait, je vais te tuer, hein, grosso modo, je vais te mettre un poison, et ensuite je te refais une piqûre pour faire revenir. Sauf que il tue Kevin, et ensuite il vide la seringue pour le ramener, et se suicide. Et l'épisode d'après, Kevin se réveille dans un hôtel, comme dans Les Sopranos. Il a changé de nom, il s'appelle plus Kevin Garvey, mais Kevin Harvey. Dans sa chambre, il trouve donc ce signe, donc connais-toi toi-même avant tout, et habille-toi en conséquence. Et à l'intérieur du placard, il y a plusieurs costumes, donc un costume de policier, il est policier, un costume de prêtre, et puis un costume de Guilty Remnant, c'est ça, et un autre costume. Et un costume qu'il va mettre, en fait c'est un costume d'assassin international. Il va chercher Patty dans l'épisode, il va la trouver. Alors, je sais plus elle cherche à être présidente. Elle cherche à être présidente. C'est ça. Et il va de nouveau l'assassiner, mais cette Patty va dire non, je suis pas Patty, je suis un sosie qui a été engagé spécialement pour ça. Or, un peu plus tôt dans l'épisode, il va avoir sauvé une jeune fille qui se noyait dans une piscine. Et il va se rendre compte qu'en fait, cette jeune fille, c'est Patty, qui est donc retournée à cet état d'enfance dans ce monde étrange. Il va l'amener, alors pourquoi il doit aller au puits? Je me souviens plus. Pour la noyer, mais c'est... Ouais, si, c'est Virgile qui lui dit il faut aller là. Je ne sais plus pourquoi il veut aller absolument au puits. C'est peut-être son père qui le lui dit, le puits. Ouais, mais son père, il lui dit qu'il faut pas la tuer, qu'il n'est pas un assassin. Tu vas l'amener au puits. Alors... oui, parce qu'il a des informations contradictoires, de toute façon, comme très souvent dans l'autre monde, on a des informations quand quelqu'un te dit fais ça et quelqu'un d'autre te dit fais ça. Autre chose, tu t'emmerdes. Mais parmi les trucs qu'il voit dans ce autre monde, il voit aussi son père par transmission télé, qui à ce moment-là est dans une autre ville d'Australie, à Perth, en train de triper sur une drogue. Et donc Kevin va prendre Patty avec lui dans sa voiture, ils vont traverser un pont. Où ils vont croiser un personnage dont on a brièvement entendu parler plutôt dans la série, qui serait quelqu'un qui serait mort puis serait revenu 3 jours après, qui s'appelle David Burton, et qui va lui dire bon bah là si tu veux tu peux te pendre du pont, parce que tu vas quand même pas aller tuer une petite fille. Et Kevin il fait mais non, mais de toute façon c'est pas vrai. Et David Burton il dit si, ça n'a jamais été aussi réel qu'en ce moment. Kevin va pousser quand même, va arriver au puits, va finir par jeter Patty dans le puits, et à ce moment là en fait il va descendre, et Patty est devenue de nouveau adulte. Elle va se confier à lui sur un moment important de sa vie. Et ils vont se mettre à pleurer tous les deux. Et Kevin va la tuer de nouveau. Il va la tuer 2 fois quand même en l'espace de 10 minutes. Après avoir tué beaucoup de gens dans l'épisode. Ouais, il a bien fait l'assassin. Ouais, tout le long. Le puits s'écroule et puis il va se réveiller. Donc Kevin ressuscite. Voilà. Donc je pense que l'apport principal de Leftovers, si on veut vraiment comparer à tout ce qu'on a vu, c'est la question de l'assassinat en fait. Ah oui. Entre autres, mais c'est vraiment, je suis d'accord, c'est le principal. Le truc, moi, mon intuition quand j'avais vu ça, mais c'est une intuition, et après, ça demande vraiment à être étayé, et puis donc c'est le boulot ensuite d'étayer une intuition. L'esthétique de l'épisode, ou la narration de l'épisode, joue beaucoup avec des codes du film d'espionnage. Et du film d'espionnage un peu sur un mode paranoïaque. Dedans, Virgile, donc, qui était son espèce de guide pour le monde des morts, d'où le nom de Virgile, qui est une allusion qui n'est que trop signifiante. Dedans, on retrouve une part, c'est le même acteur qui jouait dans X-Files, l'informateur de Mulder, Monsieur X, et il le retrouve dans le garage, dans une voiture, un peu comme Monsieur X pouvait apparaître à Mulder dans des garages, dans des endroits, comme un informateur, quoi. Donc il retrouve un peu aussi cette part d'informateur qui rejouait déjà dans X-Files, Gorge profonde,
du Gorge Profonde, c'est dans Les Hommes du Président, c'est ça? Oui. Donc ça joue avec un peu cet imaginaire à la Alan Pakula, non seulement des Hommes du Président, mais surtout de l'autre film Pakula à cause d'un assassinat, ou à propos d'un assassinat, pardon. En anglais, c'est beaucoup plus beau le titre. C'est c'est un truc lié à la perception et en fait Parallax View. Voilà ça. Parallax View, exactement. Parallax View. Et donc tout cet imaginaire, en fait, c'est l'idée que fondamentalement, si on parle d'un imaginal de l'Amérique contemporaine ou d'un monde imaginal de l'Amérique contemporaine, sa base c'est l'assassinat politique. L'assassinat politique, le fait de tuer un candidat ou d'un président, c'est quelque chose qui a déterminé toute la création, on va dire, du monde imaginaire, mais tel qu'il est presque en relation directe avec les questions liées à l'autre monde. Presque, c'est une métaphysique de l'état émotionnel américain, étant donné que, ça a été dit 1 milliard de fois, mais l'assassinat de Kennedy lui-même devient une espèce de motif qui va traverser tout le cinéma qui suit, Brian De Palma, etc. Pakula bien sûr, mais jusqu'à Oliver Stone et tout. L'assassinat de Kennedy, c'est le gros machin. Et c'est pas du tout étonnant que Kevin Garvey, à ce moment-là, s'appelle Kevin Harvey. Ça renvoie évidemment à Lee Harvey Oswald. Même si son personnage et toute son ambiguïté, toute la bizarrerie, tout ça rappelle aussi l'assassin, qui est beaucoup plus mystérieux encore que Lee Harvey Oswald, qui est l'assassin de Robert Kennedy, Sirhan Sirhan, qui se donnait comme une espèce c'est supposé être un militant de la cause palestinienne, et en même temps, une fois qu'il était en prison, il demandait qu'on lui amène les livres de Madame Blavatsky. Il était plongé dans les livres de la théosophie. Mais qui sont ces étranges hommes qui vivent comme, on a l'impression d'avoir des sortes de figures presque hypnotisées, quoi. Et donc du coup, là on rentre dans un espèce d'univers qui est presque cet univers-là, mais pris vraiment au sérieux comme en soi une représentation de l'autre monde. Et penser voyage chamanique d'un Américain dans un espèce de monde où sa mission c'est un assassinat politique, c'est pour ça qu'elle devient un candidat en fait à l'élection présidentielle. C'est comme ça il rejoue la figure de l'assassin politique. Finalement, il finit même par s'assassiner lui-même dans son 2e voyage où il est candidat et tout à fait. Il se tue en tant qu'assassin parce que Kevin va se dédoubler. Oui. Le 2e voyage, il va exterminer la population terrestre. Donc c'est l'horizon. C'est quasiment c'est comme si dedans c'est l'horizon mystique des Leftovers. C'est vrai que c'est très très inquiétant parce que c'est montré, en tout cas dans la saison 2, dans la saison 3 c'est beaucoup plus ambigu. Même le statut de cet autre monde dans la saison 3 devient plus ambigu qu'il ne l'est dans la saison 2. Saison 2, il n'y a pas de doute qu'il est mort, qu'il vit ça dans le monde des morts, et qu'après on le ressort du monde des morts, et qu'il n'est pas supposé ressortir, qu'il a même été enterré, il ressort de terre. C'est un truc, c'est vraiment et c'est une figuration complète du voyage dans le monde des morts. Dans la saison 3, c'est plus ambigu. On se demande, le monde a l'air d'être vraiment fait pour lui aussi. Quand tout est vraiment orienté autour de lui, ça devient très étrange. Oui, tout à fait. Tandis que là, c'est autre chose. On a cet hôtel à la fois pour croiser le truc des Sopranos et aussi évidemment Shining. On a plein d'éléments... ça rejoue plein de choses à la fois et en même temps, ça ressemble à rien d'autre. Mais en tout cas, ça présente une modalité possible du monde des morts avec ce truc appuyé sur la question de l'assassin. L'autre élément, il y a la question de l'assassinat politique aux États-Unis. Et l'autre élément, parce qu'on ne peut pas ne pas y penser quand on est dans l'univers de Damon Lindelof et que se joue quelque chose comme on rejoue la question des religions ou du religieux, c'est que le terme d'assassin vient quand même d'un univers spirituel. Assassin, c'est les Hachishins, et c'est donc l'ismaélisme réformé d'Alamout. C'est dans l'ismaélisme réformé d'Alamout qu'il y a eu un rôle spirituel accordé à l'assassinat politique. C'est-à-dire que l'assassinat politique devient une légitimité dans l'ismaélisme réformé d'Alamout, c'est-à-dire si vous voulez, c'est
résumer les subdivisions de l'islam en 5 minutes. Bon, je vais vous le faire vraiment très grossièrement. Vous savez qu'au départ déjà, la subdivision de l'islam la plus importante est celle entre sunnites et chiites. Les sunnites qui suivent les compagnons du prophète et les chiites qui suivent la lignée des imams qui sont donc une suite de figures qui sont en fait la famille du prophète. Et globalement, l'islam sunnite concerne, il est majoritaire, l'islam chiite est minoritaire par rapport à l'islam sunnite, mais dans l'islam chiite, il y a énormément de subdivisions. Et la subdivision principale de cette subdivision principale, qui est celle entre sunnites et chiites, c'est celle entre les duodécimains et les ismaéliens. Et les duodécimains sont ceux qui suivent, qui suivent une lignée de 12 imams, le 12e imam étant un imam toujours vivant, mais caché. Puisque le 12e imam, en fait, il y a une espèce de disparition, de vanishenakt du 12e imam, et il est supposé être toujours sur Terre, mais dans un endroit inaccessible aux hommes, et un jour, il reviendra. Donc c'est la dimension messianique du chiisme duodécimain. Les Ismaéliens, en fait, parce qu'il y a une espèce de bins complexe entre le 6e et le 7e imam, et que, en fait, le 6e imam meurt trop tôt, si je ne m'abuse, par rapport à sa lignée, et donc, en fait, ils ne sont pas d'accord sur lequel est le successeur. Et donc, eux, ils suivent un 7e imam, et ils s'arrêtent là. Alors, ils ne continuent pas là, et donc ils deviennent à ce moment-là les Ismaéliens. On considère que les Ismaéliens s'arrêtent en fait. Les chiites suivent les 6 mêmes premiers imams, les autres suivent 6 imams successifs et l'autre 7e imam, mais c'est pas le plus important. Ça, c'est, on va dire, c'est le caractéristique, c'est l'historique de, mais c'est pas ce qui définit le plus leur caractère. Le plus important, c'est de savoir, c'est que pendant très 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 longtemps, les chiites avaient s'interdisaient l'action politique. C'est pour ça que les sunnites ont été beaucoup plus importants et ont beaucoup plus fait florès en islam. C'est arrivé très tardivement et pendant très très longtemps, pas encore plus longtemps. De toute façon, les duodécimains, il n'y a pas eu un seul chiite duodécimain qui a été au pouvoir avant Khomeini. Il a fallu attendre Khomeini pour qu'il y ait vraiment un chiite duodécimain qui, on va dire, dit c'est comme ça ou comme ça. Mais, et donc les chiites se faisaient souvent, tenir la bride sévère par les sunnites. Et par contre, les ismaéliens, à un moment, ils disent merde, on en a marre, nous on va se battre. Et ils ont une première victoire importante. Et celle-là, elle est importante par rapport aux Leftovers parce que c'est un nom qui revient souvent. Et c'est quelque chose qu'on sait peu. Et elle se situe en Égypte. Et le lieu de leur victoire devient la capitale de l'Égypte. Donc la capitale de l'Égypte, le Caire. Caire veut dire victoire. Le Caire est né de la première victoire des chiites sur les sunnites dans l'histoire de l'humanité. Et c'est des Ismaéliens. Et donc pendant un moment, les Ismaéliens vont être même subdivisés en beaucoup de groupes. Et pendant un moment, en tout cas les Ismaéliens deviennent une espèce de grand référent pour l'histoire du Moyen-Orient et développent des universités, des lieux de rencontre, etc. Hein. Et donc c'est une espèce de moment très fort dans l'histoire. Et ils se reprennent des coups très sévères par les sunnites. Et la plupart, donc, perdent, machin. En gros. Et là, il y a une subdivision qui se fait. Et il y a un petit groupe d'Ismaéliens, mais qui deviennent, eux, hyper hardcore, et qui sont l'ismaélisme réformé d'Alamout. Et ça, c'est des figures très, très spéciales. Et ils sont autour d'une figure, qui est une figure qui deviendra très célèbre dans la culture pop, qui n'a pas forcément tout ce background pour l'expliquer, mais qui est Hassan Issabat. Hassan Issabat, qui va être popularisé énormément par Burroughs, Brian Gysin, va se retrouver en citation chez Cronenberg, dans Psychic TV, Genesis P. Orridge, etc. Enfin bon, dans toute une frange de la culture pop, pour toujours la même phrase d'ailleurs, qui est une phrase qu'il n'a pas prononcée, mais qui est très importante dans cette histoire-là, qui est « rien n'est vrai, tout est permis ». Rien n'est vrai, tout est permis.
qui est en fait une phrase qu'il n'a jamais prononcée de son vivant, mais qui est une phrase imaginée par un romancier russe inspiré par Dostoïevski. C'est pour ça qu'elle sonne très Dostoïevski, rien n'avait trop été permis. C'est une espèce de caricature d'une phrase de Dostoïevski, ce romancier dans un roman qui s'appelle À la Moute, et j'ai oublié le nom de ce romancier, mais enfin c'est un roman du début du XXe siècle et qui en fait utilise ça comme métaphore par rapport à nihiliste russe. Donc, ce qui est important, c'est que Hassani Sabat, en fait, va créer un groupe de gens qui sont normalement des religieux, mais dont l'activité principale va être de tuer des leaders politiques sunnites. C'est pour ça qu'ils ont fait peur. Et entre autres, mais c'est surtout ça, en fait, c'est pour ça qu'ils sont devenus célèbres dans l'histoire, c'est que c'était des assassins. C'est pour ça, la légende des assassins. C'est pas tant qu'ils fumaient du hashish, ça c'est des conneries. Oui, ils étaient de mœurs très très libérales. Ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient sexuellement, de faire tout ce qu'ils voulaient, machin. Enfin, c'était très étrange. Ils avaient un leader religieux, mais fondamentalement, le principe qui les dirigeait, c'était que l'histoire pour eux avait atteint sa fin. Donc ils vivaient dans le temps de la résurrection. Et dans ce temps de la résurrection, ils devaient regagner malgré tout leur règne par rapport à un certain nombre de types qui les avaient séparés de ça. Et donc, ils étaient envoyés comme assassins par leur leader Hassani Sabat. Et donc, c'était des assassinats, on va dire, sanctifiés en tant que tels. Et il y a ça, malgré tout, dans International Assassin. Moi, je ne peux pas ne pas voir l'idée que dans The Leftovers, comme il y a toujours une confluence incroyable du politique et du religieux, que ce soit dans la création des Guilty Remnants, et aussi c'est prophétique, c'est-à-dire que Leftovers joue aussi sur un truc prophétique. Les Guilty Remnants annoncent tout ce qui va se passer ensuite politiquement, mais rejoue aussi quelque chose. Et là, dans cet épisode-là, ce que rejoue Kevin, c'est à la fois l'assassin politique, en tant que l'assassinat politique obsède les Américains, et derrière, la dimension religieuse de l'assassinat politique, c'est-à-dire l'assassin au sens d'Hassani Sabat. Et c'est pour ça la discussion à la fin sur est-ce que c'est réel ou pas réel. Claude lui dit mais rien n'a jamais été aussi réel que ça. C'est-à-dire qu'il répond avec Lost à l'idée que en fait rien n'est réel, donc il peut tuer tout ce qu'il veut, c'est pas grave. Mais non, tout a une conséquence. Ça, c'est-à-dire qu'il y a une manière de reprendre toute cette historique-là. Dans cet épisode. C'est en ça qu'International Assassin, cet épisode-là, il a quelque chose d'une synthèse inouïe de l'histoire à la fois politique américaine et spirituelle mondiale en une vision qui elle-même, à mon avis, porte quelque chose de l'avenir. Bref. On doit... Ça va nous faire une bonne si conclusion. tu veux, ok. C'était long passage sur International Assassin. Il nous reste un peu de temps, hein. Il nous reste quelques minutes. Effectivement, l'idée c'était de... s'il y avait des questions. Je triche un peu, mais comme pas de questions, n'hésitez pas surtout. Juste, est-ce que vous avez un avis, parce que je suis en plein dedans, sur la série The OA, qui fait un peu de son fond de commerce, la transition entre le monde des vivants et des morts, etc. Est-ce que c'est une bonne utilisation ou pas? C'est un exemple que j'aurais voulu inclure, mais je me suis dit qu'on n'aurait pas le temps, justement. Oui, je me sens encore trop frais par rapport à VOA pour avoir vraiment un regard... Mais je trouve ça extraordinaire, ouais. Enfin, disons que c'est la dernière que j'ai vraiment aimé complètement de série à ce jour. C'est la saison 2 de VOA. Depuis les saisons 3 de The Leftovers et de Twin Peaks, j'avais jamais vu un truc qui m'a plu autant. Les autres choses me plaisent beaucoup moins. Donc ça, VOA, oui, elle fait partie des très grandes. Elle très audacieuse. Alors, est-ce qu'elle parle de l'autre monde ou est-ce qu'elle parle des mondes et des passages entre les mondes? Parce que je sais pas si elle parle vraiment de l'autre monde. Peut-être, mais... On voit ce qui pourrait être le monde des morts au tout début, en fait, quand elle revient et qu'elle voit son père. Ouais. Qu'elle a le choix. C'est après qu'elle soit devenue aveugle. Oui, si, tu as tout à fait raison, bien sûr. Ça pourrait être oui, bien sûr. De The Away, en tout cas. Tout à fait, c'est vrai. Il y a un monde de manifestations subtiles, en tout cas, c'est vrai. Et là, la différence, c'est qu'il y a plusieurs... il y a des passages de monde à monde. Et donc, c'est des réalités qui sont des réalités qui n'ont pas forcément elles ne sont pas forcément toutes hiérarchiquement réglées. C'est-à-dire que, oui, il y a un monde de manifestations subtiles, mais sinon, les mondes tels qu'on les a sont comme des mondes dans lesquels on passe de l'un à l'autre. C'est complexe. Ouais. Mais c'est une clé aussi, je pense.
Alors, je veux dire, il y a une clé par rapport à notre vie, par rapport à ça. C'est une série qui essaye vraiment de nous dire c'est une série qui essaye d'affirmer quelque chose par rapport au pouvoir magique de l'homme. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une de celles qui le met le mieux en scène. C'est-à-dire que vraiment, elle te fait sentir ça très fortement. Qu'il y a quelque chose dans l'action qui peut être mobilisé. On va pas dévoiler la fin de saison 2 qu'on a déjà beaucoup spoilé, mais il y aura aussi des choses très intéressantes à dire, même si la série a été annulée malheureusement. Ouais. Alors ça, c'est... là, on peut avoir tout le mépris du monde pour ces chaînes de télévision. Ça, c'est quoi? C'est Netflix? Netflix, ouais. Ouais, Netflix, tu le payeras cher. Hein. Peut-être séparé de VOA, ça, derrière, pour renouveler quoi comme merde. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Une intervention. Ah. Oui. Merci beaucoup à vous. Par rapport à la séquence dont vous avez parlé, cette scène du puits dans The Leftovers, ce qui m'a énormément marqué, moi c'est une scène aussi qui m'aurait fait pleurer, je pense, si on n'avait pas lancé carrément tout l'extrait, c'est que au-delà de tous les aspects que vous aviez évoqués, il y avait cette idée que, je pense que c'est pareil pour pas mal de gens qui l'ont vu, dans cette scène on a énormément de compassion, de pitié, voire même un peu de tendresse pour un personnage qu'on nous a fait détester pendant plus d'une saison en fait. C'est que Kevin, en fait cette scène où il la tue est une scène vraiment bouleversante parce que juste après elle lui dit, elle arrête pas de se rabaisser juste avant qu'il la tue, je suis dégueulasse, je suis une saloperie humaine, etc. Et finalement en fait il la tue parce qu'il supporte plus d'entendre tout ça, en fait, de l'entendre se rabaisser. Et il y a cette idée qu'en fait, elle était aussi malveillante parce qu'elle souffrait énormément, pour vraiment résumer, quoi. Et donc il y a cette dimension qui m'avait un peu marqué dans The Leftovers, et c'était passer par le monde des morts ou passer par quelque chose d'un peu métaphysique, mais pour au final en ressortir très apaisé, et notamment pour passer de la haine à la compréhension, à la compassion, enfin tout simplement du fait de comprendre quelqu'un, pas forcément l'aimer, mais en tout cas le comprendre, ce qui fait qu'on peut plus le détester. Et The Leftovers, j'ai vu très très peu de séries en fait. Twin Peaks et Leftovers, grâce à toi Paco, notamment, je te dois ça. Mais je sais pas si c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans d'autres séries en fait, ou même dans, je sais pas, dans le cinéma globalement, par rapport à cette idée de, quand on aborde la métaphysique, le monde des morts plus globalement, mais l'idée que c'est une passerelle vers, pas forcément se réconcilier avec soi-même, mais avec des gens qu'on a pu détester en fait. C'est excellent comme remarque. Je dirais que, en tout cas, cette question-là, elle est commune à Lost et à Leftovers, qui sont toutes les deux des séries où même les personnages d'adversaires les plus pénibles sont à un moment ou à un autre montrés sous un jour tellement humain qu'on ne peut pas complètement leur en vouloir. Alors dans Lost, c'était les flashbacks qui permettaient ça. On voyait des gens qui étaient vraiment à chier, vraiment des types, on ne pouvait pas les saquer. Puis d'un coup, leur flashback arrivait et puis on se mettait à pleurer pour eux. Et c'était l'idée de, si tu commences à creuser la vie d'un humain, il y a peu de chances que tu arrives à la supporter sans pleurer. Et donc du coup, même la pire des enflures, cette pire des enflures, il lui arrivait des rebuffades terribles, des humiliations, des espoirs déçus, des maltraitances. Donc oui, il y a cette dimension compassionnelle dans Lost comme dans The Leftovers. Elle est traitée toute différemment. Dans The Leftovers, il y a aussi un truc qui est que même les personnages les plus aimables, il y a des traits de leur caractère qui est parfaitement détestable. Donc c'est autrement qu'on rechoppe l'équilibre étrange qui fait qu'on est dans quelque chose qui nous semble juste et pas... Alors je précise que je supporte pas qu'on utilise manichéen pour dire quelque chose de tranché, parce que c'est vraiment pas ça qu'ont voulu faire les manichéens, et Mani était quelqu'un de subtil, et que ça c'est vraiment un truc de chrétien malhonnête, que d'avoir créé ce mot manichéen pour parler de l'étroitesse d'esprit qui consiste à dire il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Alors, si des gens ont fait ça, c'est vraiment pas les manichéens. Donc je dis pas manichéen, enfin en gros c'est ça, genre les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Cette subdivision stupide, elle est vraiment, comment dire, ça semble presque un enjeu systématique dans Lost et dans The Leftovers de la détruire, de dire... Et c'est un truc intéressant parce qu'on pourrait dire ça fait partie aussi de leur travail sur et contre l'imaginaire
américain, on pourrait dire, parce que c'est vraiment quasiment c'est aussi le cas chez nous, mais aux États-Unis, au moment où il y a Lost, c'est quand même le moment où il y a Bush, où il y a l'invasion de l'Irak, où il y a la question de l'axe du mal, où il y a tous ces trucs-là. Et on voit bien que ces questions-là, elles obsèdent les gens qui écrivent ces séries-là, et qui écrivent Lost ou The Leftovers, que la question de la représentation de l'autre. Et dans The Leftovers, c'est vraiment joué avec les Guilty Remnants, qui jouent quelque chose de leur relation qu'on peut avoir avec un groupe religieux, la question de qui veut pas être intégré, quoi. Et donc tout le jeu qu'il peut y avoir complexe du spectateur, de à la fois rejet des Guilty Remnants, compréhension des Guilty Remnants, amour des Guilty Remnants, compréhension de comment ils pourraient eux-mêmes devenir Guilty Remnants, ou comment quelqu'un qu'ils aiment et qui est un membre de leur famille pourrait le devenir. Ça, saison 2 est extraordinaire par rapport à ça. Parce que je défie quiconque qui a vu la saison 2 de ne pas être en empathie avec la fille des Murphys qui rejoint les Guilty Remnants. Il y a un truc où... Et quand sa mère la confronte à ça, elle tient juste le panneau, elle met « tu comprends ». Et là, le spectateur, il dit « ouais, je comprends. Je comprends ». Et donc, c'est une espèce de truc. Là, c'est vraiment la question de la compréhension du fonctionnement de l'autre. Et de dire « bah oui, l'autre, il est autre. Il est autre, il a une autre vie, il a d'autres enjeux à un moment, il a d'autres... Il part pas avec les mêmes instruments que nous. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un truc qu'on a... Je sais pas si on a ça, on peut dire qu'il y a ça dans toutes les séries, il y a ça dans des très bonnes séries, et c'est quelque chose que les séries permettent, plus que les films, je dirais. C'est pas pour dire que le cinéma c'est moins bien, ça n'est pas du tout le cas, mais c'est parce que c'est le temps qui permet ça. C'est-à-dire que le temps permet de détester un personnage très longtemps, puis de créer un moment où on crée un affect nouveau sur lui, qui pourrait ressembler à ce qui pourrait se passer dans la vie. Donc, le temps dans une série joue une proximité avec la question du temps dans la vie, qui fait que la dimension, on pourrait dire, de création d'antipathie et d'empathie est amplifiée. On a ça par exemple, parce que par exemple, il y a un bon exemple au cinéma d'un film qui joue sur cette question-là, sur une phrase. C'est La soif du mal d'Orson Welles. Je vous spoil un peu si vous n'avez pas vu. Orson Welles dedans joue un mec absolument détestable, un flic ignoble, et qui trafique les preuves, etc., etc. À la fin, il meurt vraiment tué comme un cochon, quoi. Et il est tué par quelqu'un qui a que de l'admiration pour lui. Je vous spoil vachement. Et il y a une femme qui a du respect pour lui, qui a de l'amour pour lui, qui est jouée par Marlène Dietrich. Elle joue une gitane. Cette gitane-là, pareil, je vais avoir du mal à le dire sans pleurer, c'est une scène, à chaque fois, je sais pas pourquoi, elle me fait vraiment exploser de larmes. Elle est tellement émouvante. Et en fait, il y a une discussion entre elle et un autre personnage qui discute de la mort de ce type, qui est vraiment un des personnages que le spectateur a détesté dans tout le film. Et la fin du film, c'est elle qui dit « C'était un homme à sa manière, peu importe ce que pensent les gens. » Je vais pleurer quand je dis ça, peu importe ce que pensent les gens. Et ça s'arrête là-dessus. Et c'est un truc, la création à ce moment-là, chez le spectateur enfin, comment dire, il comprend le truc, il sent le truc. Il le vit dans sa chair. Dans sa chair, il vit le moment où il a haï quelqu'un, le moment où cette personne est morte, il doit être contente. Et en fait, il y a quand même des gens qui l'aiment, cette personne-là. Pour ces gens-là, c'est autre chose. Et donc, on a ça. Mais c'est un petit truc. Dans une série, tu peux développer ça vraiment sur du très long terme. Et donc, du coup, une série comme Lost, vraiment avec un personnage comme celui de Ben, a fait ça d'une façon qui était splendide. Le personnage de Ben Linus, qui est le personnage d'adversaire total, qui fait les pires saloperies à nos héros dedans. Et quand on arrive sur un épisode sur lui, à chaque fois, on pleure pour lui, mais à un point. On se met à l'aimer, mais à un point. On peut pas. On est là, on dit mais non, mais on va t'aider. Et là, ça joue là-dessus, ça joue sur le truc de tu détestes quelqu'un et puis on te montre un élément qui fait que tu dis non,
non, on va pas le tuer ce mec, on va essayer quand même de faire quelque chose avec lui. Et avec Ben, c'est rejoué. Dans la saison 6, il a fait les pires conneries du monde. Il est responsable de la mort de Jacob, de la mort de Locke, de la mort de grosso modo. Les pires merdes du monde sont arrivées à cause de lui, de son petit égoïsme, de ses petites névroses de merde et tout ça. Et de son intelligence d'arriver à ses fins à ce moment-là. Et puis bon, il est foutu et grosso modo, il doit aller se faire pendre, quoi. Et on a un personnage qui dit non, on te garde. non. T'as encore une chance, quoi. Celle-là, en plus, comment dire, vraiment, il va, le spectateur, à ce moment-là, il dit, ok, alors maintenant, il faut vraiment, comment dire, il doit la mériter, quoi. Et c'est assez beau, c'est vraiment un espèce de truc de... Comment dire, il y a quelque chose, ouais, de rafraîchir notre capacité d'amour, ouais, bien sûr. Un grand merci. Merci beaucoup. Grand merci à Paco, Mébriac.